Je fais suite à ce qu'on a fait hier, mercredi, donc. L'idée, c'est de comprendre un peu ce que va faire, ce que l'on fait avec ce principe de la demande effective qu'on a expliqué hier, n'est-ce pas? Euh, je rappelle que la demande effective, c'est euh, un phénomène qui ne se produit pas et ne s'ajuste pas à l'offre de l'économie sur un marché, n'est-ce pas? Le principe de la demande effective est un principe qui sort complètement du marché, qui se passe tout simplement dans la tête dans l'esprit des entrepreneurs. C'est leur façon d'anticiper comment va être la demande globale qui va leur être adressée par l'économie. Et selon ce qu'ils pensent que la demande de l'économie va être, eh bien, euh, ce montant-là s'appelle la demande effective. Et c'est selon cette demande effective qu'ils font leur plan de production et euh, tout finalement se s'égalisent dans leur esprit et non pas sur un marché. Une égalisation et non pas une confrontation entre offre et demande sur un marché, mais simplement dans leurs anticipations. Et j'ai expliqué à vos camarades que ceci permet à Keynes de rappeler le phénomène des anticipations autoréalisatrices. C'est-à-dire que si ces entrepreneurs anticipent le pire, anticipent une baisse de la production, euh, ou pas, parce qu'ils anticipent que l'économie va être en situation de récession, eh bien, cette anticipation va se valider, n'est-ce pas? Va être validée. Et si au contraire, ils pensent que l'économie va être florissante, il y a de très fortes chances que, effectivement, par leur optimisme et leur engagement dans les lancements des projets de production, eh bien, cette anticipation a de fortes chances d'être elle aussi validée. C'est comme ça qu'on parle des anticipations autoréalisatrices. Parce que c'est très courant dans les phénomènes socio-économiques. Tout ce qui est social et économique, euh, on y rencontre ce phénomène de anticipation autoréalisatrice. Et surtout, ça nous rappelle que c'est un phénomène purement macroéconomique, c'est-à-dire que ce n'est pas quand une personne seule pense ou décide de quoi, de quoi demain sera fait que ce sera fait. C'est uniquement lorsqu'il y a un phénomène d'ensemble, une croyance collective que ce phénomène d'anticipation autoréalisatrice ou de prophétie autoréalisatrice se produit. Bien sûr, ça ne peut pas se faire lorsque c'est un phénomène individuel ou lorsque un agent ou des agents décident que demain il pleuvra ou il fera beau. Parce que ça, c'est un phénomène physique, ce n'est pas un phénomène socio-économique. Donc voilà, si vous voulez, euh, ce principe de la demande effective.
Alors, qu'est-ce que l'on peut faire avec ce principe de demande effective et comment on l'utilise dans la pensée keynésienne? Et il faut rappeler d'abord que ce principe de demande effective, tout d'abord, si on le comprend bien, si les agents entrepreneurs pensent que les anticipations pensent que l'économie va être en récession et que ceci s'autoréalise, eh bien, l'économie sera en récession, de fortes chances pour qu'elle soit en récession, et l'équilibre de l'économie s'établira à un niveau de sous-emploi. Et qu'il n'y a pas là de phénomène d'ajustement par les prix sur un marché ou n'importe quel autre phénomène d'ajustement. Donc, premier résultat, l'économie peut se retrouver en situation d'effectif. Nous irons plus loin dans les conclusions ou les effets de cette demande effective. Mais pour le moment, on peut se contenter de ça pour dire simplement que l'économie peut se retrouver en situation de sous-emploi, mais les néoclassiques peuvent rétorquer que soit il peut y avoir un sous-emploi, mais ils disent que il suffit que les prix soient flexibles, surtout flexibles à la baisse, pour que cette situation soit très vite résolue. En effet, elle peut être résolue si, regardez, j'ai écrit pour vos camarades, elle peut être si il dit que l'offre globale est égale à globale, cette égalité dans la sphère réelle et qu'on est en sous-emploi. Eh bien, les néoclassiques disent dans la sphère monétaire, et c'est un Y de sous-emploi, eh bien, ce sous-emploi ne peut pas être durable. Pourquoi? Parce que si les prix sont flexibles, surtout flexibles à la baisse, P va baisser. Et si P diminue, ben, ça rétablit l'équilibre. Ça veut dire que lorsque les prix baissent, les gens demandent de plus. Et s'il y a plus de demandes, on atteint progressivement. Donc, ils disent que ça ne suffit pas à expliquer les récessions. C'est pour cela que Keynes va, comme je vous l'ai dit au début de la semaine hier, mais aussi la fin de la semaine précédente, qu'il y a la théorie de l'arbitrage.
C'est comme ça que je l'ai dit. Donc, là, une dose de rigidité des prix et des salaires est plutôt un problème. Pourquoi? Ben, tout ça à cause à cause du fait que ne voit pas que les seuls habituellement du PRT, plus qu'une fonction. La monnaie, c'est la propriété de liquidité, c'est-à-dire la monnaie étant l'actif le plus liquide de l'économie, eh bien, elle aura en situation de crise à cause de sa liquidité. Ça veut dire que la monnaie n'est pas un simple moyen d'échange. Elle peut devenir la forte préférence des gens à l'avenir. Elle peut devenir un obstacle à la circulation. Elle peut devenir un obstacle dans la circulation des flux dans le circuit économique. Elle peut donc, si elle fait l'objet d'une forte demande à cause du besoin ou le recours à la liquidité des agents économiques en temps de crise, elle peut créer ce que j'ai appelé hier, le terme utilisé par les keynésiens, elle peut créer ou faire l'objet d'une trappe à liquidité. Rappelez-vous l'expression qu'on a utilisée hier. Ça veut dire que toute la monnaie est aspirée par cette trappe à liquidité et il y aura très peu de monnaie qui circule dans l'économie. Et c'est ça qui fait que malgré la flexibilité des prix que Keynes ne souhaite pas, parce qu'elle aggrave encore plus la récession, eh bien, la théorie quantitative de la monnaie ne va pas jouer le rôle que lui ont reconnu les néoclassiques et l'équilibre ne va pas revenir au plein emploi. Voilà, si vous voulez, pour aller très vite, ce qu'on a dit hier. Maintenant, quelles sont les solutions que propose Keynes pour cette situation? Pour comprendre ces solutions, on va faire appel non pas à ce qui est dans la théorie générale de Keynes, parce que j'ai expliqué à vos camarades dans le groupe précédent que la théorie générale est un texte qui est par construction un texte difficile à comprendre. Parce que le texte est néoclassique convaincu et il parle donc dans le langage des néoclassiques il parle de principes complètement novateurs, complètement révolutionnaires même, dans ce langage néoclassique pour ne pas être rejeté par eux.
et c'est ce double langage ou cette phagocytage de la théorie néoclassique qui rend le texte difficile. Parce que il s'adresse, si vous voulez, à son époque, à un public qui n'était pas du tout conquis encore, comme nous le serions aujourd'hui. Et donc, la suite de ce que je vais expliquer, c'est, regardez bien, il y a deux modèles qui vont, de manière pédagogique, expliquer la théorie générale, qui ne sont pas de Keynes. Ce sont des modèles qui ont été proposés par des économistes qui ont lu Keynes, qui ont essayé de proposer une version pédagogique grand public du fonctionnement de ces principes, la demande effective, la théorie de la préférence pour la liquidité, le rôle de l'État. Ils ont essayé de les expliquer dans deux modèles. Le premier modèle, il s'appelle le modèle keynésien simple sur l'ENT. Il s'appelle aussi dans la littérature, dans les livres de macroéconomie, il porte le nom de modèle revenu-dépense. Modèle revenu-dépense. On l'appelle aussi modèle à 45 degrés ou schéma à 45 degrés de Samuelson. C'est le prix Nobel Samuelson qui a popularisé cette présentation. Et le deuxième modèle, je ne sais pas si on aura le temps de faire la semaine prochaine, il s'appelle le modèle ISLM. ISLM. C'est un modèle un peu plus développé. Sont toujours pas des qu'on trouve dans les livres qu'on appelle les livres de pop economics, économie pop, grand public. Alors, je vais commencer par le premier modèle à 45 degrés. Le modèle revenu des dépenses. Ce modèle, il est reproduit sur l'ENT, qui est votre site. Vos camarades m'ont confirmé qu'ils l'ont vu. MK1, il s'appelle, cours magistral, revenu dépenses. Et je vais essayer de vous expliquer un peu que fait ce modèle. Alors, d'abord, on va faire un petit résumé rapide de ce que fait ce modèle. Le but de ce modèle, c'est d'abord, il est simple, il ne concerne que la sphère réelle. Keynes n'est pas du tout amateur de cette distinction sphère réelle sans monétaire. Il n'est pas amateur de cette dichotomie néoclassique. Mais je vous ai dit que par phagocytose, il adopte le langage des néoclassiques pour les convertir à sa théorie. Donc, il dit, supposons une économie dans laquelle il n'y a qu'un seul marché des biens et des services et qu'il n'y a pas de monnaie. C'est la sphère réelle. On ne parle pas de monnaie.
parle que des biens et des services qui sont résumés par le PIB, le revenu, ou ce qu'on a souvent appelé grand Y de l'économie. C'est ça. Y. Y qui va supposer qu'il est égal à C plus I. N'est-ce pas? Égal à C plus I. Vous voyez que se représente cette relation. Vous la connaissez. C'est la première équation fondamentale du circuit. Sauf que c'est une économie dans laquelle il n'y a pas d'état, il n'y a pas de G. Normalement, c'est plus I plus G. Il n'y a pas d'extérieur, parce que normalement, il y a X moins M. Tout ça, il est simplifié. Donc, c'est une économie où il n'y a pas d'état, il n'y a pas de relation avec l'extérieur, il n'y a pas d'import-export. Et encore plus, il simplifie en disant que dans cette économie, la demande totale, c'est une demande de consommation des ménages et d'investissement autonome des entreprises. Et la notion d'investissement autonome, je vais la rappeler, je l'ai dit à vos camarades, c'est un investissement parce que normalement, un investissement, il est fonction, son montant, la quantité investie, elle est fonction du taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt est faible, plus les investisseurs sont incités à investir, n'est-ce pas? Mais c'est aussi en fonction du revenu ou du PIB. Si le PIB est élevé, l'investissement peut être élevé. Donc, mais Keynes rajoute qu'il y a une partie de cet investissement qui est autonome de ces deux arguments. Ça veut dire que chez les entrepreneurs, il y a un investissement qui peut être très faible, même si les taux d'intérêt sont bas et le revenu est élevé. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs ne sont pas motivés, ils sont pessimistes. Ce n'est pas un bon moment pour investir. Comme il se peut que ce soit le contraire, c'est-à-dire des taux d'intérêt élevés, des revenus faibles, et ils croient fermement que c'est une bonne occasion. C'est ça l'investissement autonome. Il est autonome des conditions économiques, mais il est fonction des anticipations des entrepreneurs, de leur vision de l'avenir, de ce qu'on appelle leur vision du climat des affaires à ce moment-là. J'ai expliqué à vos camarades que Keynes utilise l'expression cet investissement, il dit que cet investissement est fonction de l'esprit dans lequel se trouve, que les entrepreneurs ont en ce moment, à un moment donné, je veux dire. Quel est leur état d'esprit? Cet état d'esprit, comme il fait référence à un domaine ou fait référence à une population qu'il connaît bien, il dit que les entrepreneurs ont cette
dans leur ensemble, ont cette qualité de sentir les affaires. Ils sentent le moment où il faut investir et ils sentent les moments où ce n'est pas opportun d'investir. Il appelle ça les esprits animaux, animal spirits, les esprits animaux, comme si les entrepreneurs sentent les affaires comme les requins sentent le sang. Ils ont cette capacité de se ruer tous sur les investissements, comme se retirer tous des affaires à un moment donné. On appelle ça les esprits animaux. Cet investissement autonome, là, c'est lui qui est expliqué par les esprits animaux, mais il n'est pas du tout expliqué par les paramètres, les arguments classiques de l'investissement, qui sont le taux d'intérêt et le revenu. Donc voilà à quoi est égal, si vous voulez, la première équation fondamentale dans cet exemple très simple. Et ensuite, il distingue, je dis, ce n'est pas Keynes, mais d'après ce que ces auteurs ont lu de Keynes, ils disent qu'il distingue une dépense. Ça, si vous voulez, c'est la dépense totale de l'économie. Il distingue une dépense prévue que vous allez trouver notée DP dans votre document sur le NT. Ça, c'est une dépense prévue, c'est-à-dire ex ante. Contrairement à ex post, j'ai expliqué ça la semaine dernière. Et vous avez, pour la même quantité, vous avez une dépense ex post, celle qui est réalisée après coup effectivement. Donc, on a expliqué dans le principe de la demande effective que cet ensemble de dépenses, les entrepreneurs l'imaginent comme une demande qui va s'adresser à eux. Et c'est ça qui constitue la demande effective. C'est la demande prévue ou c'est la prévision qui fonde la demande. Eh bien, cette prévision-là, on l'a expliqué dans le principe de la demande effective qu'il n'y a aucune raison que cette demande corresponde à une production de plein emploi. Au contraire, en situation de crise ou de récession, cette demande est manifestement, elle va produire un niveau de PIB
de sous-emploi.